Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un livre qui a vraiment marqué la pensée scientifique, L'horloger aveugle de Richard Dawkins. Bonjour. Oui, un livre absolument fondamental. Et le point de départ, c'est une question. Une question immense. Quand on regarde la nature, la complexité est juste partout. Partout. Un cerveau humain, avec ses milliards de neurones, ou même une seule cellule, qui contient, je crois, 1000 fois plus d'infos qu'un ordinateur des années 80. On a l'impression de voir un design, une conception quasi parfaite. C'est ça la question de départ. Et pour bien la poser, Dawkins emprunte une analogie très très forte à un théologien du XVIIIe siècle, William Paley. L'analogie de la montre. Exactement. L'idée est toute simple. Vous marchez, vous trouvez une montre par terre. Vous ne vous dites pas « Tiens, le vent et la pluie ont assemblé ça par hasard ». Non, bien sûr que non. On se dit forcément qu'il y a un horloger, un artisan, voilà. Et donc Paley regarde un œil humain et il dit « C'est infiniment plus complexe qu'une montre, donc il doit y avoir un concepteur infiniment plus grand. » Et c'est un argument qui a une logique, implacable, en apparence. C'est très séduisant. Totalement. D'ailleurs, Dawkins le respecte beaucoup, cet argument. Il dit que Paley a posé la bonne question, mais qu'il a trouvé la mauvaise réponse. Parce qu'il y aurait un autre horloger possible. Un autre horloger. Un horloger aveugle. La sélection naturelle de Darwin. Et c'est ça notre exploration d'aujourd'hui. Comprendre comment ce processus, aveugle, sans but, sans conscience, peut arriver à produire des merveilles de design. L'œil, l'écholocation de la chauve-souris. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de démêler. Et pour commencer, il insiste sur une distinction absolument cruciale pour ne pas se tromper. Laquelle? Celle entre la sélection en une seule étape et la sélection cumulative. Ce sont deux choses radicalement différentes. D'accord. Alors, creusons ça. La sélection en une seule étape, c'est l'argument un peu caricatural, non? L'idée de jeter les pièces d'un Boeing 747 en l'air Ouais. et d'espérer qu'elles retombent toutes assemblées, prêtes à décoller. C'est ça? Bon, là, les probabilités sont tellement faibles que ça n'arrivera jamais, jamais. Et c'est là que beaucoup de gens font l'erreur de croire que l'évolution est ça. Mais ce n'est pas du tout ça. La sélection naturelle, elle, est cumulative. C'est-à-dire qu'on ne repart pas de zéro à chaque fois. Voilà l'idée centrale. Chaque petit succès, même minuscule, est conservé. Il devient le nouveau point de départ pour la génération suivante. Ah, je vois. Les résultats d'un tri sont, en quelque sorte, réinjectés dans le tri d'après. C'est exactement ça. C'est un processus qui empile les petites améliorations les unes sur les autres sur des millions et des millions d'années. Mais ça reste un peu abstrait comme concept. Est-ce qu'il a un moyen de nous le montrer en action? Oui, et c'est une des démonstrations les plus célèbres du livre. Pour rendre ça concret, il a créé un petit programme informatique, un programme qui fait évoluer des formes qu'il appelle des biomorphes. Des biomorphes. Donc ce ne sont pas de vrais animaux. Non, pas du tout. Le but, c'est juste de montrer la puissance du principe. Le programme part d'une forme hyper simple, un point en gros. Ok, un point de départ très basique. Et après? À chaque génération, l'ordinateur crée une série de mutants. Chacun est une copie du parent, mais avec une toute petite différence aléatoire. Un trait un peu plus long, un angle un peu différent. Et c'est là que l'humain intervient. Oui, L'opérateur ne fait qu'une seule chose. Il regarde la portée de mutants et il choisit celui qui lui plaît le plus. Celui qui semble aller dans une direction intéressante. Donc il ne dessine rien, il ne programme rien, il fait juste un choix. Il joue le rôle de la sélection. précisément. Et là, les résultats sont juste stupéfiants. Dawkins raconte qu'il a commencé à choisir les formes qui ressemblaient, de très loin, à un insecte. Et- En seulement 29 générations, en partant d'une simple forme en Y, il a obtenu une créature qui ressemblait de manière frappante à un insecte, avec un corps, des pattes, des antennes. Lui-même a été surpris. Attendez, 29 étapes? C'est incroyable, il n'a pas programmé l'insecte, il l'a en quelque sorte trouvé. Il l'a trouvé dans un espace de possibilités quasi infini, juste en guidant un processus aveugle. Ça montre que la sélection cumulative, ce n'est pas une vague idée, c'est un moteur de création d'une puissance phénoménale. Et cette simulation, c'est une réponse directe à l'objection qu'on entend tout le temps. Le fameux « je ne vois pas comment un œil a pu apparaître par hasard ». Oui, ce que Dawkins nomme l'argument de l'incrédulité personnelle. C'est un argument qui repose en fait sur les limites de notre propre imagination. Je dois avouer que je le comprends, cet argument. Quand on voit un œil avec sa complexité, l'idée que ça vienne d'un processus graduel, ça heurte l'intuition. Bien sûr, mais la réponse de Dawkins tient en deux points.
Le premier, c'est le temps. Notre cerveau n'est juste pas câblé pour comprendre ce que sont des millions d'années. Son temps, c'est déjà une éternité pour nous. Alors imaginez 100 millions d'années. Pour un géologue, c'est un clin d'œil. Sur ces échelles de temps, des changements minuscules, imperceptibles, peuvent s'accumuler et produire des transformations gigantesques. D'accord, pour le temps. Mais il reste la question des étapes intermédiaires. C'est le fameux « à quoi sert la moitié d'un œil ?» Ah, cette question, elle est mal posée. La vraie question, c'est est-ce que 5% de vision, c'est mieux que 0%? Bah oui, évidemment, évidemment. Le simple fait de pouvoir faire la différence entre l'ombre et la lumière, c'est un avantage énorme pour un petit animal, pour éviter un prédateur, trouver de la nourriture. Donc chaque étape, même la plus simple, est déjà utile en soi. Exactement. Et ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas besoin d'imaginer ces étapes. On les voit aujourd'hui dans la nature. Ah bon? Oui, il existe des organismes avec juste une petite tache de cellules sensibles à la lumière. D'autres où cette tache est creusée en coupe, ce qui permet de savoir d'où vient la lumière. D'autres encore où l'ouverture s'est un peu refermée, ce qui crée une image floue. On a toute la gamme, des yeux les plus simples aux plus complexes, tous fonctionnels à leur niveau. C'est fascinant, mais alors on arrive à une idée qui est, je trouve, la plus contre-intuitive du livre. Je pense voir de quoi vous parlez. Dawkins nous dit que les meilleures preuves de l'évolution, ce ne sont pas les perfections, ce sont les imperfections, les défauts de conception. C'est l'un de ses arguments les plus forts, oui. Un ingénieur intelligent qui part de zéro, il fait un travail propre, optimisé. L'évolution, elle, c'est une bricoleuse. Une bricoleuse. Elle ne peut travailler qu'avec le matériel qu'elle a déjà. Elle ne repart jamais d'une feuille blanche. Et ce bricolage, ça laisse des traces, des imperfections, des bizarreries. Et l'exemple parfait, c'est Notre propre œil. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre œil? Il a l'air de bien marcher, pourtant. oh, il marche bien. Mais il est monté à l'envers, Comment ça, à l'envers? la rétine. Les cellules photosensibles, les capteurs, sont tout au fond. La lumière doit d'abord traverser toute la coule de neurones, de câblage, avant de les atteindre. Ah oui, c'est vrai. Et pire encore, tous ces câbles doivent bien ressortir quelque part pour aller au cerveau. Ils convergent tous en un point et percent la rétine, créant un trou, le fameux point aveugle que nous avons tous dans notre champ de vision. Un ingénieur n'aurait jamais fait ça. Il aurait mis les capteurs devant et les fils derrière. Exactement. Et on sait que c'est possible. L'œil du calmar est conçu dans le bon sens, lui. C'est juste que l'évolution, chez nos ancêtres, a dû faire avec la structure qu'elle avait et elle l'a rafistolée comme elle a pu. C'est une cicatrice de notre histoire. C'est incroyable. Et il y a cet autre exemple qui m'a frappé, celui des poissons plats, la sole, Ah, la sole, c'est un cas d'école, une preuve ambulante du bricolage évolutif. Leurs ancêtres étaient des poissons normaux, symétriques. qui nageait droit, couché sur un côté. Le problème, c'est que l'œil du dessous se retrouvait dans le sable. Inutile. Alors, au fil de l'évolution, cet œil il a déménagé. Il a littéralement migré sur l'autre face de la tête. Si on regarde un crâne de sol aujourd'hui, c'est une monstruosité. C'est tordu, asymétrique, déformé. Ce n'est pas un design intelligent, c'est un bricolage qui témoigne de son histoire graduelle. Donc, les défauts ne sont pas des contre-arguments. Au contraire, ce sont les signatures de l'horloger aveugle. C'est ça. Mais il y a un autre moteur très puissant de l'évolution, au-delà de l'adaptation à un environnement physique, C'est que l'environnement, ce sont aussi les autres êtres vivants. qui évoluent eux aussi. Donc on entre dans ce que les biologistes appellent des courses aux armements. L'exemple classique, c'est le guépard et la gazelle, j'imagine. C'est le plus simple. Les guépards les plus rapides mangent mieux, ils ont plus de descendants. Du côté des gazelles, les plus rapides échappent aux guépards et elles aussi ont plus de descendants. Donc, chaque camp pousse l'autre à s'améliorer en permanence. C'est une spirale, une escalade progressive qui peut mener à un perfectionnement absolument incroyable. Et c'est ce qui explique des systèmes aussi sophistiqués que le sonar des chauves-souris, par exemple. Qui est bien plus qu'un simple bip. Oh, bien plus. Elles modulent la fréquence de leurs cris pour avoir une image 3D. Elles ajustent la hauteur du son pour compenser l'effet Doppler de leur propre vol. Et, le plus fou, elles ont des muscles dans l'oreille qui se contractent juste avant l'émission du cri pour ne pas être assourdies elles-mêmes. C'est de l'ingénierie de pointe. Née d'une course aux armements avec leur proie, les papillons de nuit. Si eux-mêmes ont développé des contre-mesures comme des écailles qui absorbent les ultrasons, c'est sans fin. C'est ce qu'on appelle l'effet de la Reine Rouge, tiré d'Alice au Pays des Merveilles, n'est-ce pas? C'est ça, la Reine Rouge qui dit à Alice « Ici, vois-tu, il faut courir de toutes ses forces pour rester à la même place. »
Même si les deux s'améliorent, leur taux de succès, lui, reste plus ou moins constant. Exactement. Finalement, ce que Dawkins nous montre, c'est que la sélection naturelle cumulative, ce n'est pas juste une théorie parmi d'autres. Non, c'est la seule théorie connue qui soit en principe capable d'expliquer la complexité adaptative du vivant. C'est la seule qui explique à la fois la sophistication Et les imperfections. les cicatrices. Un concepteur parfait n'aurait aucune raison de laisser des traces de bricolage. L'évolution, si. Et pour terminer, il nous laisse avec une expérience de pensée qui sort un peu de la biologie pour toucher à nos certitudes, à la morale. Oui, il s'attaque à la place très à part que notre espèce, Homo sapiens, s'est octroyée. Toute notre éthique, notre droit, repose sur une barrière très nette. Les humains d'un côté, les animaux de l'autre. Une ligne de démarcation qui nous paraît évidente. Mais est-ce qu'elle l'est tant que ça? Il nous demande d'imaginer un instant que tous les intermédiaires entre nous et notre plus proche cousin, le chimpanzé, aient survécu. Tous les Homo erectus, habilis. Tous. Imaginez une chaîne continue de créatures, où chaque individu est à peine différent de ses voisins. À un bout, nous. À l'autre, un chimpanzé. Et entre les deux, un dégradé parfait. La question c'est, où est-ce qu'on tracerait la ligne? À quel individu précis on dirait « Toi, tu as les droits de l'homme, mais ton cousin, là, presque identique, on peut l'enfermer dans un zoo ». La décision deviendrait impossible, complètement arbitraire, indéfendable. Et la seule raison pour laquelle on peut maintenir ce double standard sans être mal à l'aise, C'est que tous ces intermédiaires embarrassants sont morts. c'est leur absence qui nous permet de tracer ce fossé là où la nature, elle, avait créé un pont continu. Ça remet en question toute la base de cette séparation nette entre nous et eux. C'est une pensée assez vertigineuse pour finir. Cet horloger est peut-être aveugle, mais il nous force à ouvrir grand les yeux sur qui nous sommes.